Bonjour et bienvenue à cette session d'introduction aux distributions d'échantillonnage. Session divisée en trois parties. D'abord un exemple introductif, puis les principes de base de la distribution d'échantillonnage d'une moyenne, et même chose pour une proportion. Donc, sans transition, l'exemple de démarrage, on considère une population que vous connaissez bien, donc l'étudiant de Sup de Co, pour laquelle un besoin est exprimé par le directeur qui voudrait connaître le nombre d'heures de travail des étudiants chaque semaine, en moyenne. Quel est le nombre d'heures moyen d'heures de travail pour les étudiants d'école. Alors, naturellement, il peut essayer de recenser de manière exhaustive l'information, essayer de questionner ou de mesurer, je ne sais pas comment, combien d'heures de travail travaille chaque étudiant, en prenant tout le monde, toute la population d'étudiants, mais il peut aussi travailler uniquement sur un échantillon. Alors pourquoi travailler uniquement sur un échantillon? Parce que c'est moins coûteux, ça prend moins de temps, c'est plus pratique qu'une population, il y a un tas de bonnes raisons. Qui est un pratique, il ne va pas travailler sur les 1500, 2000 personnes de l'école, il va travailler uniquement sur un échantillon plus réduit de 50 personnes. Alors comment déterminer, comment extraire l'échantillon? Dans ce cours d'introduction statistique, en fait, on se limite à un échantillon très simple qui est l'échantillon aléatoire. C'est-à-dire qu'on suppose que vous avez une urne avec un petit bout de papier pour chaque personne, et on tire au sort. Chaque individu de la population a la même probabilité, la même chance d'être tiré. Dans la pratique, il y a d'autres types d'échantillons. Vous en verrez d'autres dans la suite de vos cours, en études de marché par exemple. Pour l'instant, pour les formules de base, on démontre tout sur l'échantillon le plus simple, c'est-à-dire l'échantillon aléatoire. Donc, dernière question, naturellement, la plus importante, ayant l'échantillon, donc ayant fait des mesures sur l'échantillon, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la population? Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut raconter sur la population à partir de ce qu'on a calculé sur l'échantillon? C'est là qu'on va s'intéresser en fait à des problématiques très concrètes d'estimation, et puis de tests par la suite. Ce petit schéma représente donc la population par une grande boule, la taille grand N, population de Co, par exemple 1500 de personnes, et vous avez une petite boule, donc à l'intérieur, un sous-ensemble, l'échantillon 50 personnes par exemple, au hasard. Et donc on s'intéresse, faut bien comprendre ça, à une variable quantitative X, nombre d'heures de travail par semaine des éléments de la population, des étudiants. On n'a pas la population, donc on n'a pas en fait la valeur cherchée du paramètre, la moyenne, mu ici, des heures de travail des étudiants d'école. On ne peut pas avoir mu, la vraie valeur du nombre moyen d'heures, puisque on n'a pas la population. Donc le paramètre de la population est inconnu. Tout ce qu'on a, nous, c'est l'échantillon. Donc à partir de l'échantillon, naturellement, on peut faire des calculs. On peut calculer ce qu'on appelle une statistique sur l'échantillon. Alors, une statistique, ici, ce sera la moyenne d'échantillons. Naturellement, vous avez les 50 valeurs. On suppose qu'on les a. On suppose qu'on a réussi à avoir cette information assez confidentielle. Et donc, on a pu calculer la moyenne donc de ces valeurs. Et on appelle ça M, donc petit m, le nombre moyen d'heures de travail pour les étudiants de l'échantillon. Voilà. Donc, l'idée, naturellement, tout à fait évidente, c'est qu'on va se servir de M pour trouver mu, pour deviner mu. Dans le langage statistique, on va dire estimer. Donc on va avoir un besoin très concret, c'est comment estimer un paramètre inconnu d'une population, mu, à l'aide de ce qu'on a calculé sur l'échantillon, c'est-à-dire m. Voilà. Alors je pense que tout le monde se rend compte du fait que on ne pourra pas dire que mu est exactement égal à m. Pourquoi? Parce que on a obtenu une valeur de m sur un échantillon, mais sur un autre échantillon, on aurait pu avoir une valeur différente, par le fait du hasard. Donc, si on dit que mu est égal à m, eh bien on fait une erreur d'échantillonnage, d'accord? C'est justement ça qu'on va essayer de mesurer, de comprendre justement toutes ces erreurs d'échantillonnage, c'est-à-dire comment m, la moyenne d'échantillon, varie d'un échantillon à l'autre, de manière à être capable de fournir des bonnes formules pour l'estimation. Voilà. Alors d'abord, donc un travail un peu théorique avant l'estimation, c'est le travail un petit peu inverse, la distribution d'échantillonnage qu'on va étudier. Alors le schéma est le même, donc la population, grand N, l'échantillon de taille petit n, donc le calcul statistique sur l'échantillon qui est petit m, et donc on suppose maintenant que l'on connaît mu, on connaît la moyenne population. Et l'idée de l'échantillonnage, c'est d'étudier comment m varie d'un échantillon à l'autre. D'accord? Étudier l'échantillonnage, c'est regarder ce que devient m d'un échantillon à l'autre. Le point tout à fait essentiel à comprendre, c'est que m est une variable aléatoire. Je te dis, en fait, effectivement, d'un échantillon à l'autre, m varie.
sur un échantillon de 50 personnes, je pourrais obtenir par hasard 10 heures, sur un autre 12 heures, sur un autre peut-être 20, 25, on peut rêver, pourquoi pas 30 heures de travail en dehors des cours, je ne sais pas. Et donc ce nombre d'heures de travail va varier d'un échantillon à l'autre. Je ne parle pas d'échantillons qui ne sont pas au hasard, mais simplement d'échantillons aléatoires, simplement par le fait du hasard. Si on prend 50, je peux prendre 50 autres, eh bien la valeur de m varie. Est-ce qu'elle varie beaucoup ou pas? C'est justement ce qu'il faut déterminer. Alors, on pourrait avoir une approche exhaustive et prendre en fait tous les échantillons possibles issus de la population. Le problème, c'est qu'il y en a un nombre astronomique. Sur une population de taille 2000, par exemple, 2000 étudiants et échantillons de taille 50, vous avez ces 2050 échantillons aléatoires différents. Ça fait un nombre vraiment astronomique. Si on fait le calcul, un nombre de combinaisons de 50 éléments parmi 2000. Donc il n'est pas question de les prendre tous, donc on va faire un travail un peu mathématique, on va donner le résultat uniquement, qui va permettre en fait, sans tous ces calculs exhaustifs, sans tout ceci, sans tout ce travail-là, de donner en fait la distribution de m. On va essayer de caractériser la distribution de m, c'est-à-dire définir comment m varie. Alors m, comment une variable varie, une variable aléatoire varie, c'est donner sa distribution, donc si possible la fonction de densité, et c'est donner aussi également la moyenne et l'écart type. Alors, la bonne surprise, c'est que la distribution de la moyenne, vous allez la reconnaître, en fait, elle est normale, ou du moins elle est approximativement normale. Ça c'est vrai si l'échantillon est assez grand. Assez grand, on va voir dans la pratique, c'est une taille au moins égale à 30. Cette variable de 30 est assez importante, on va voir pourquoi. Alors, pourquoi c'est normal Pourquoi la distribution suit cette belle courbe en cloche? Eh bien, parce que éventuellement, la distribution de départ est normale, donc là c'est facile, si on prend en fait des moyennes sur une distribution normale, c'est normal aussi, puisque la somme de variables normales est normale, donc c'est évident qu'on obtient une distribution normale pour la moyenne. Voilà. Mais ça c'est un cas particulier. Dans la pratique, même si la distribution du nombre d'heures, donc la variable au départ, est quelconque, une forme très bizarre, vous aurez quand même une distribution approximativement normale, la belle cloche, pour la moyenne d'échantillons. Alors pourquoi? C'est simplement l'application du théorème central limite. Souvenez-vous donc de la dernière session, on a dit que lorsqu'on additionne un nombre de variables aléatoires indépendantes et de même type de loi, même avec des formes bizarres, la distribution de la somme sera approximativement normale. Et plus on rajoute de variables, plus on se rapproche d'une loi normale. C'est une loi limite. Voilà. Alors, appliquer la moyenne, naturellement, c'est pareil, puisque la moyenne, en fait, sur les 50 valeurs, on prend la somme, donc, des 50 valeurs de variables, et on divise par n. Donc, vous avez, en fait, un nombre de variables additionnées, donc, la somme, donc la moyenne, tend vers une loi normale. Voilà. Facile, Et donc, c'est pratique, parce que du coup, comme la loi normale est bien connue, eh bien, on va pouvoir, en fait, répondre à des questions de probabilité très importantes. On s'est dit, naturellement, on fera plein d'exercices d'application. Alors, une distribution normale, vous vous rappelez, je pense, la semaine dernière, il ne suffit pas de dire que c'est normal, il faut en plus donner, si possible, pour la caractériser, pour répondre à des questions précises, sa moyenne et son écart type. Donc la moyenne, la bonne nouvelle, c'est que c'est facile aussi, c'est que la moyenne de tous les m est égale à mu. La moyenne de toutes les moyennes d'échantillons est égale à la moyenne de la population. Bon résultat. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Naturellement, c'est pas suffisant. Il faudrait encore, en plus, avoir l'écart type. Avoir une distribution normale avec sa moyenne, c'est bien beau, mais pour pouvoir répondre à des questions précises de proba, il faut avoir également l'écart type. Alors, l'écart type, on peut le calculer également, grâce à l'application du théorème central limite, et donc l'écart type, c'est l'écart type de la distribution de départ, donc sigma, divisé par racine de n. Le sigma de m, donc l'écart type de m, la variable correspondant à la moyenne d'échantillon, cet écart type est égal au sigma de la population divisé par racine de n. Vous allez me dire, multiplié aussi par un terme correcteur, par c. On va voir ce que c'est. Retenez la formule, donc sigma sur racine de n. Alors, vous n'allez pas être surpris de voir le racine de n au dénominateur de la fonction. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est assez intuitif de penser que lorsque la taille d'échantillon, lorsque le n augmente, en fait, l'écart type sur m diminue. Il y a moins de variations sur l'écart type, moins de variations sur la variable, donc l'écart type est plus faible, lorsque l'échantillon augmente. La précision apportée par un échantillon plus grand est meilleure. D'accord? À la limite, supposez que la petite boule, donc l'échantillon grossit pour arriver jusqu'à la population, la grande boule,
Donc là, il n'y a plus qu'une valeur de n qui est égale à mu, donc il n'y a plus aucune variation. Hein. Donc un échantillon qui est plus important donne un meilleur résultat, donc moins d'erreurs. L'écart type lié au m est plus petit. On dit aussi parfois d'ailleurs l'erreur type, hein, par rapport au fait que c'est l'erreur d'échantillonnage qui est mesurée par sigma m. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Et pour finir, effectivement, comme promis, je commente ce C, hein, ce terme correcteur. Eh bien, il est lié au fait que l'échantillonnage, dans la pratique, a été effectué sans remise. Alors pourquoi sans remise? Vous vous souvenez de l'histoire de Vue Proba, certainement dans le passé pour vous, avec les urnes où on tire des papiers ou des boules et on remet ou on remet pas, hein, et cherchant les formules. Alors là, effectivement, c'est un impact. Parce que les formules théoriques, hein, sont démontrées, pour l'écart type, là, dans le cas où l'échantillonnage est effectué avec remise. Hein. Mais dans la pratique, beaucoup d'échantillonnages sont effectués sans remise. Hein. Il n'est pas question, par exemple, en étude de marché, d'interroger deux fois de suite une même personne. Hein. Déjà, il est assez sympa pour répondre une fois au questionnaire, vous n'allez pas en fait leur demander de répondre une deuxième fois. Hein. Donc dans la pratique, on fait un échantillonnage sans remise, et il faut légèrement corriger les formules pour tenir compte du fait que cet échantillonnage a été effectué sans remise. Hein. C'est pour ça qu'on multiplie l'écart type dans la pratique par un terme correcteur qu'on appelle le facteur d'exhaustivité, le C qui est égal à racine carrée de grand N moins petit n sur grand N moins 1. Dans la pratique, en général, on l'oublie. Pourquoi? Parce que la population est de taille assez grande, et quand le N est très grand, surtout très grand par rapport au petit n, il y a la formule, grand N moins petit n, si grand N est très grand par rapport au petit n, eh bien, ce terme, racine carrée de grand N moins petit n sur grand N moins 1, se rapproche de 1. Il tend vers 1 si grand N est très grand par rapport au petit n. Et comme il est proche de 1, il intervient en multiplicateur, du coup on peut le négliger. Voilà. Donc retenez-le, quand la population est grande, on peut le négliger. Voilà. Et c'est terminé, sauf qu'il nous reste à faire la même chose pour une proportion. Parce que tout ce qu'on vient de faire, en fait, concerne une variable quantitative pour la calcul des moyennes. Quand vous avez une variable quali, hein, pas question de calculer une moyenne. Et puis j'ai oublié aussi quelque chose d'important, hein, très important, c'est un point de référence aussi qu'il faut garder dans la tête, c'est que pour une distribution normale, souvenez-vous, 95% des valeurs, c'est-à-dire que les résultats, sont situés à une distance de la moyenne qui est plus petite que 1,96 fois l'écart type. On arrondit parfois à 2 fois l'écart type. Hein. Ce qui explique que 95% des M ici sont sous la cloche à une distance de la moyenne de mu qui est plus petite que 2 écarts types à gauche et 2 écarts types à droite. Hein, d'accord? À 2 écarts types de chaque côté, hein, et sous la cloche, vous avez 95% des valeurs. Retenez-le, parce que ça vous donne un ordre de grandeur intéressant pour juger de problèmes concrets ensuite dans la pratique. Ah, donc comme promis, on termine par la distribution du échantillonnage d'une proportion. C'est pareil, hein, je vous rassure, pas de différence. Hein, supposons par exemple qu'on étudie sur sub de co, toujours, une variable quali, hein, grosse question que tout le monde se pose en voyant parfois les couleurs de la cafette, hein, quel est en fait le pourcentage de fumeurs, quelle est la proportion de fumeurs à l'école? Donc on s'intéresse à une variable qualitative qui est fumeur, donc 2 catégories. Hein. Ça pourrait être du quanti aussi si on comptait le nombre de cigarettes. Hein. Mais là on suppose que c'est un caractère, c'est soit je suis fumeur, soit je suis pas fumeur. D'accord? Donc 2 catégories seulement. Et donc on va essayer de calculer donc la proportion des fumeurs dans la population. Hein, c'est un paramètre de la population qui est inconnu. On voudrait savoir quelle est la proportion de fumeurs, quel est le pourcentage de fumeurs. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas quel est votre avis, hein, je vous laisse chercher un petit peu, à votre avis, quel est le pourcentage de fumeurs à l'école? Je pense que dans votre tête, vous êtes dit 40%, 50%, je me trompe? Hein? Non, en général, quand je pose la question en amphi, c'est ce que j'obtiens comme résultat, les gens pensent en fait qu'il y a assez facilement qu'il y a 40%, 50% de fumeurs. Dans la pratique, c'est moins. Hein. On a fait des mesures, des calculs, on est plus proche en fait des 20-25%. Le problème, c'est que l'être humain est un mauvais estimateur parce qu'on a tendance à surestimer des phénomènes visibles. Et comme la fumée se voit et quand les non-fumeurs peuvent être gênés éventuellement par certains endroits pas mal enfumés, hein, donc du coup, eh bien, on aura tendance en fait à donner une importance en fait plus grande qu'elle n'est en réellement. Hein. Et dans la pratique, hein, la proportion réelle à l'école est en dessous des 50%. Hein, c'est donc en général 20-25. Bon, ceci dit, si on ne le sait pas, on peut le calculer. Donc, si on n'a pas la possibilité en fait d'interroger ou d'observer les 2000 personnes, hein, pour faire de la vraie mesure, eh bien, on peut calculer sur un échantillon quelle est la proportion de fumeurs, d'accord, et s'en servir pour trouver P. Hein. Alors, j'appelle P donc la proportion des fumeurs dans la population.
On peut calculer donc une statistique T sur correspondant à l'échantillon, qui est le pourcentage, enfin, la proportion de fumeurs que je vais appeler P indice E. D'accord? Donc P indice E, c'est la proportion dans l'échantillon des fumeurs. D'accord? Si par exemple sur 50 personnes j'ai 10 fumeurs, ça fera un PE qui est 0,2, hein, donc 20% de fumeurs dans l'échantillon. Donc c'est pareil, là, on va estimer, en fait, essayer d'estimer P, hein, la proportion dans la population, à l'aide de la proportion dans l'échantillon. Voilà. Et donc, pour clore donc cette présentation, je vais donner la distribution d'échantillonnage de la proportion, hein, et vous n'êtes pas surpris non plus, si la taille d'échantillon est assez grande, en fait, on va pouvoir utiliser une approximation normale. Hein. On peut supposer que la distribution, enfin on peut considérer, pas supposer, c'est un résultat, que la distribution de PE est normale. Hein. On aura encore une courbe en cloche. Hein. 95% des P d'échantillon, là encore, seront situés à une distance du P, paramètre inconnu des populations, hein, qui sera plus petite que 2 fois l'écart type. Alors quel est l'écart type justement? D'abord, la moyenne en espérance est égale à P. Autrement dit, l'espérance, la moyenne de tous les P d'échantillon est égale au P population. Et donc l'écart type, c'est une formule un petit peu compliquée, donc l'écart type de PE, hein, c'est égal à racine carrée de P facteur de 1 moins P sur N, là encore multiplié par un terme correcteur C, dans le cas où on ne peut pas le négliger, c'est-à-dire dans le cas où grand N, taille population, n'est pas très grande par rapport à petit n. Voilà. Eh bien, vous en savez suffisamment, ne soyez pas effrayés par les formules, de toute façon, il n'y a pas à les apprendre par cœur. Hein. En plus, une fois qu'elles seront automatisées dans le tableur, hein, il suffira en fait de savoir juste appliquer sur la bonne touche, si vous voulez, ce sera vraiment automatique. Hein. Simplement, ce qu'il va falloir essayer de faire à partir d'exercices, maintenant, c'est de comprendre. Donc, le TD va nous servir à ça, et donc j'espère que vous serez actifs pour essayer de mettre en application ces formules de manière efficace. Merci, à bientôt.